Vous êtes sur la Pan-African Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. En juillet dernier, Ali Darassa, chef d'état-major de la coalition patriotique pour le changement, avait déclaré mettre fin à toutes les hostilités dans le pays pour le retour de la paix en Centrafrique et pour favoriser le processus de désarmement des groupes rebelles. Ce qui a conduit à une rencontre entre le représentant de Darassa, chef rebelle de l'unité de la paix en Centrafrique, et les autorités de Bangui. Une décision rejetée par les membres de la CPC, provoquant aussi la radiation de Darassa du groupe par l'ancien président François Bozizé, l'actuel coordonnateur de la CPC. Quelles conséquences de ces divisions au sein même de la CPC? Quelle chance de la main tendue du président centrafricain Faustin Archange Touadéra pour une paix durable dans le pays? On en parle en première partie d'émission. Suite à la décision de Niamey de reprendre sa coopération militaire avec le Nigeria, le Niger a décidé de reprendre une participation active au sein de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad. La force, constituée par les armées du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger ou encore du Bénin, a été lancée en 2015 avec le soutien de l'Union africaine. Elle a vu son mandat renouvelé par le Conseil de paix de la sécurité et de l'Union africaine. Cette force multinationale mixte, à travers l'opération Lexanity, a remporté plusieurs succès contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, même si les insurgés s'adaptent rapidement aux nouvelles techniques militaires. Quelle contribution de cette force multinationale mixte dans la stabilisation du bassin du lac Tchad? La force multinationale mixte, un exemple de coopération militaire et régionale. On en parle en première partie d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit évidemment de cher Sabibou Ndiaye. Vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Je vous remercie Régis et je suis heureux de partager le plateau avec M. Camara. Effectivement, en face de vous, M. Ibrahima Camara, vous êtes journaliste et spécialiste en relations internationales. Merci d'être le nôtre aujourd'hui sur le plateau du débrief. C'est moi qui vous remercie. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Dans mon introduction, on parlait évidemment de la CPC. Mon cher Sabibou, quelle lecture faites-vous de ces divisions observées au sein de la CPC, la coalition patriotique pour le développement en Centrafrique? Bon, pour la Centrafrique, on sait que c'est un pays qui traverse une situation difficile depuis son indépendance, même jusqu'à nos jours, depuis Patassé, Bozizé, jusqu'à Touadéra. Donc, c'est un pays qui a toujours été instable du fait des problèmes ethnico-religieux. Donc, c'est un pays qui mérite vraiment observation de la part des acteurs au niveau de l'Union africaine, mais aussi des organisations sous-régionales. Maintenant, si on prend le cas de la CPC, cette coalition qui regroupe beaucoup de groupes armés, les anti-Balaka et ceux de la Séléka. Donc, c'est une coalition qui avait vu jour à un certain moment donné, lorsqu'il y avait une situation de crise dans ce pays-là. Donc, Bozizé a pris les armes, il a été accompagné par beaucoup de mouvements armés qui ont voulu se défaire de Touadéra. Maintenant, Touadéra va se rapprocher des Russes, donc avec le groupe Wagner qui intervient dans beaucoup de secteurs du pays. Maintenant, au sein de cette CPC qui regroupe l'UPC et d'autres groupes armés qui ont vraiment de fortes alliances militaires au sein de cette organisation-là. Donc, il y a Ali Darassa qui est le chef d'état-major de cette CPC-là. Maintenant, au niveau de cette CPC, il y aura des divisions parce que tout simplement, Touadéra va se rapprocher de certains chefs militaires pour essayer de négocier, pour qu'ils reviennent à la paix, à la normalité, ce qui va permettre à la Centrafrique vraiment de s'unifier. Maintenant, au lieu de ça, on a vu Bozizé chercher aussi à démettre Darassa de ses fonctions en pratiquement l'écartant du groupe. Ouais. Mais malgré ces dissensions-là, il y aura d'autres groupes qui vont vraiment essayer de se rapprocher aussi du gouvernement pour voir quelles sont les modalités et quels sont les aspects qu'il faut mettre en place pour ramener le pays
vraiment dans la sérénité et la paix. Mais malgré toutes ces ramifications-là, tous ces aspects qui ont été mis en place par Touadéra et ses alliés du groupe Wagner, on a vu qu'au niveau de cette CPC-là, il y a une certaine réorganisation qui a été entamée par Bozizé en 2015-2014 pour essayer de vraiment contrer l'avancée de Touadéra. Parce que quoi qu'on puisse dire, certes, Wagner n'est pas seulement présent en Centrafrique, on le voit au Mali, mais Wagner a eu à faire avec l'armée régulière centrafricaine vraiment un travail remarquable par rapport vraiment à repousser les groupes les groupes rebelles. Maintenant, pour cela, Bozizé peut-être est en train de voir est-ce qu'il faut permettre à Touadéra de revenir au-devant de la scène politique ou est-ce qu'il ne faut pas continuer à le contrer, continuer à mener vraiment une certaine guerre délocalisée dans des zones pratiquement instables, des zones où l'armée régulière n'a pas pratiquement accès. Donc c'est ça qui a vu le jour. C'est pourquoi au niveau de cette CPC-là, on a vu des tensions. On aura justement tout au long de cette première partie le temps de revenir sur les enjeux liés à cette division au sein même de la CPC. Alors mon cher camarade, l'ex-chef d'état-major d'Arassa, Sadibou vient de le souligner, et pour la fin des hostilités et des négociations avec le gouvernement centrafricain, Bozizé et d'autres chefs rebelles, eux, sont pour la poursuite des hostilités. Selon vous, qu'est-ce que justifie que ces rebelles et autres franges de la CPC ne parlent plus le même langage? À mon avis, ils ne peuvent pas parler le même langage puisqu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils n'ont pas les mêmes objectifs à l'arrivée, puisque vous êtes censé savoir qu'il y a beaucoup de chefs de guerre qui sont poursuivis aussi pour des crimes de guerre. Et donc, ce ne serait pas de leur intérêt de déposer les armes sans au préalable avoir une garantie selon laquelle ils ne seront pas poursuivis. Exactement. Donc, à quoi bon sert de déposer les armes, de rejoindre le régime en place et de négocier, ou alors de poursuivre les accords de Bangui Est-ce que c'est la crainte de l'ancien président Bozizé, des poursuites au cas où, si jamais Oui, en partie, puisque ce sont des alliances contre nature que je vois, moi, puisque on ne peut pas comprendre d'un jour à l'autre. Bozizé lui-même, il a été démis, je crois, et ensuite, une autre frange d'autres groupes rebelles viennent s'allier à Bozizé pour démettre Darassa. Ensuite, ce sont des alliances qu'on ne comprend pas. Et en fin de compte, on se rend compte que ce que ces rebelles reprochent à l'État, au gouvernement centrafricain, c'est ce qu'ils sont en train de dérouler en leur sein, puisque la plupart d'entre eux reprochent au gouvernement centrafricain, au gouvernement de Bangui, de ne pas les impliquer dans les affaires de l'État, de les marginaliser. Et donc, en leur sein aussi, on se rend compte que ce sont des alliances qui servent juste à meubler ou à faire semblant à la face du monde, qui sont en train de s'unir pour une même cause, alors qu'à l'arrivée, tel n'est pas le cas. Donc, beaucoup de chefs de guerre mettent la main dans des positions ou alors dans des endroits stratégiques, surtout le nord, qui regorge beaucoup de ressources. Et donc Wagner aussi viennent s'ajouter comme une soupe un cheveu dans la soupe. Et donc ça devient très très compliqué. Et on se rend compte aussi que l'arrivée de Wagner a donné une autre tournure, un autre tournant au problème politique interne de la Centrafrique. Peut-être que la France maîtrisait mieux certains enjeux, maîtrisait mieux certaines questions que la Russie, qui est brusquement venue avec les armes, en débarquant avec... alors que la France, à un moment donné, depuis l'opération Sangaris, ils étaient venus peut-être pour trouver des solutions avec une démarche diplomatique plutôt pacifique également. Et de même que la MINUSMA, on se souvient que notre compatriote Mankeur Ndiaye avait joué un grand rôle là-bas. Il y avait des avancées dans les négociations, mais malheureusement, avec la rupture qu'il y a eu avec la France, tout ceci a été remis en cause. Et donc, même si on voit ces derniers temps que Touadéra est en train de faire marche arrière un peu et essaye de reconstruire ses relations avec la France, mais on verra bien si la Russie aussi se laissera faire ou acceptera alors dans cet espace
de permettre à la Russie de renouer encore des relations avec la France. Alors je reste avec vous, monsieur Camara. Le chef de l'UPC, le général Ali Darassa, a annoncé la création de sa propre coalition de groupes armés, la CPC fondamentale. Le général Mamad Saleh Adoum, également figure influente du Front populaire pour la Renaissance centrafricaine. Il y a le mouvement des 3 R et d'autres groupes armés restent fidèles, eux, à Bozizé et ancrés au sein même de la CPC, qui aujourd'hui est plus, on va dire, présentable, hein, si on peut le dire ainsi, pour parler au nom de la CPC, parce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs ramifications, Sabibou l'a encore souligné, qui aujourd'hui est apte à parler au nom de la CPC. Au-delà de ces alliances même, j'ai vu qu'il y a la CPC fondamentaliste. Donc dans ce jeu de dupes qui ne dit pas son nom. Vous savez, Darassa, c'est un chef de guerre Peul. Ouais. Les Peuls, ils sont minoritaires dans ce pays. Et contrairement aux autres communautés qui sont plus proches des Bantous, eux, ils ont une certaine force démographique qui leur permet de peser de tout leur poids. Et donc, Bozizé, vu aussi son expérience politique, vu son expérience à la tête de l'État centrafricain, il maîtrise beaucoup de rouages et contrairement à Darassa qui a le plus souvent été un chef de guerre qui a souvent été dans la jungle. Ouais. Darassa, peut-être en fin de compte, s'est rendu compte que tôt ou tard, ils finiront autour d'une table. Et donc, il n'a pas intérêt à suivre Bozizé dans son jeu. Ouais. Et donc, ce jeu d'intérêt et ce jeu de dupes qui ne dit pas son nom, en leur sein eux-mêmes les rebelles, et avec l'arrivée aussi de Wagner qui ne rigole pas. Hein. Wagner est là pour vraiment faire le nettoyage complètement. Il n'y a pas de sentiment. Et donc, Darassa n'est pas fou. Il sait que si Wagner s'attaque sincèrement et réellement à eux, en fin de compte, ils vont disparaître à la fin du compte. Ouais. Et donc, il a intérêt à accepter des négociations. Et si on lui propose même un poste ministériel, c'est tant mieux pour lui. Et donc, ce sont les mêmes têtes qui reviennent, Touadéra, Bozizé. Il y a un jeu de chaises, effectivement, entre ces dirigeants en Centrafrique. Et donc, en fin de compte, malheureusement, ce pays continue de sombrer dans le chaos et le désordre total. Sombrer dans le chaos, le désordre total, apporter de l'ordre aujourd'hui un peu dans ce désordre, mon cher Sadibou, c'est aussi le leitmotiv du président Archange Touadéra. Aujourd'hui, on l'a souligné, il y a plusieurs groupes rebelles qui se créent en Centrafrique. Est-ce que la création, la multiplication de ces groupes rebelles-là ne vient pas un petit peu compromettre le processus de négociation lancé par le régime de Touadéra? Effectivement. Bon, vous savez, dans tout processus de négociation, lorsqu'il y a la création d'autres groupes rebelles ou d'autres groupes armés, il y aura toujours des problèmes. Parce que si vous vous souvenez du Tchad lors des rencontres qui étaient initiées à Doha, beaucoup de groupes rebelles s'étaient réunis, mais ils ne sont pas tombés d'accord, ils sont revenus encore, ainsi de suite. Donc c'est le même cas en Centrafrique. Donc la création de ces groupes rebelles-là vont vraiment rendre difficile les choses. Mais n'empêche, Touadéra, quoi qu'on puisse dire, est dans une très bonne logique. Certes, l'arrivée de Wagner, qui est en train de faire des ravages dans ces zones-là, bon, les luttes armées entre Wagner et les groupes armés sont des luttes très difficiles, mais on sait que Wagner a une certaine expérience sur le terrain, surtout au niveau africain. Wagner a été en Libye, en Syrie, au Mali, donc Wagner est présent un peu partout en Afrique, donc Wagner bénéficie de cette expérience-là face à ces groupes armés. Mais pour moi, ce qui prime, c'est que l'État centrafricain puisse prendre ses responsabilités par rapport à la situation. Parce qu'actuellement, les données géopolitiques et géostratégiques ont changé. On ne peut plus plonger un pays dans ces genres de situations pendant des années ou des décennies. C'est impossible. Parce que vu la situation géostratégique actuellement de l'Afrique qui est au devant de la scène mondiale, l'Afrique qui bénéficie de ressources qui peuvent permettre au continent de se développer et de sortir de la pauvreté, il faut aller vers une logique le tout militaire en tout cas, je veux dire, ne résout rien. Parce que toujours engager Wagner contre des groupes armés ou l'armée régulière, ça ne fait que vraiment semer le désordre dans ce pays. Donc pour moi, il doit y avoir une logique responsable de la part des acteurs, c'est-à-dire ceux du CPC. Même au sein du CPC, là, ces dissensions-là, vraiment c'est extraordinaire parce que moi je ne comprends pas des groupes rebelles qui ne veulent pas pratiquement la paix. Parce que Touadéra... Mais c'est là justement un petit peu le problème. Parce que Touadéra, il est en train de faire son travail. Il demande aux gens, venez au niveau de la table des négociations.
négociations, nous allons essayer de trouver des solutions. Mais voir Bozizé qui s'entête, Bozizé, on dirait qu'il ne veut pas vraiment le retour de la paix dans ce pays. Donc c'est à quelle fin? C'est à quel intérêt? Est-ce que Bozizé est sous tutelle? Parce que je ne sais pas s'il y a une puissance étrangère qui vraiment manipule Bozizé pour qu'il continue à commettre ces choses-là. Donc vraiment, moi, ça me désole. Même, vous savez que aussi il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis par les forces du CPC. Donc pour vous dire tout simplement que je pense que Touadéra est dans la bonne logique, mais le tout militaire ne résout rien. Pour moi, il faut proposer des solutions alternatives, des solutions qui vont aller dans le sens de permettre aux jeunes centrafricains vraiment de retrouver la paix et la sécurité, mais aussi du travail, des entreprises, la création d'entreprises, et ainsi de suite. Donc pour moi, ces mots qui gangrènent pratiquement ce pays méritent réflexion, mais pour que ces mots méritent réflexion, il faut ce que j'appelle la sérénité des acteurs. Parce qu'il faut que les acteurs puissent se retrouver autour d'une table et discuter de manière très sereine vraiment la paix qu'il faut mettre en place et permettre ces pays-là. Est-ce que cette paix, elle est un peu illusoire? Parce qu'on a l'impression, vous l'avez encore souligné, que ces groupes rebelles ont évidemment un point de convergence, c'est la paix, mais on a l'impression que ce point de convergence devient un point de divergence parce qu'ils n'y vont pas de façon groupée, mais de façon dispersée. Effectivement, parce que comme l'a dit M. Kamara, chacun y va de son intérêt. Parce qu'il y a un jeu d'intérêt qui se joue, un jeu d'intérêt stratégique qui se joue vraiment parce qu'il y a beaucoup de groupes qui vraiment contrôlent des régions, contrôlent des sous-préfectures, contrôlent des zones clés où vraiment les forces gouvernementales accompagnées de Wagner cherchent à récupérer. Maintenant, pour qu'ils puissent récupérer ces zones-là, je pense qu'ils ont compris que Wagner aussi a une très grande force. Wagner a une force dévastatrice. Donc c'est pourquoi ils veulent d'un côté négocier et d'autre côté essayer d'engager la guerre. Donc pour tout simplement pour vous dire que, en tout cas, pour moi, la logique qu'il faut mettre en place une logique vraiment où les acteurs vont se réunir autour d'une table et discuter des négociations. Sinon, on risque de voir ce pays sombrer vraiment dans la déstabilisation. Alors que toute cette zone est menacée pratiquement par des forces, je veux parler de Boko Haram et d'autres forces terroristes qui sont dans ces zones-là. Donc il faut aller vers vraiment la stabilisation et les négociations pour permettre le retour de la paix. Exactement. Alors mon cher Camara, est-ce que ces divisions des groupes politico-militaires ne pourraient-elles pas également avoir un avantage, un côté positif, si on peut le souligner ainsi, surtout pour les autorités de Bangui, c'est-à-dire leur permettre de gagner du temps et de consolider leur position, notamment grâce à l'appui des forces russes, rwandaises déployées dans le pays? Bien sûr que c'est ce qu'on souhaite aussi, qu'on ait une solution de sortie de crise. Mais malheureusement, Sadibou l'a écorché tout à l'heure. Vous savez, il n'y a jamais de feu sans fumée. Il y a beaucoup de rouages, beaucoup d'arcanes que peut-être qu'on ne maîtrise pas forcément dans cette histoire. Et si Bozizé s'entête à vouloir continuer à s'engager dans cette guerre, c'est parce que il y a des soubresauts, il y a des non-dits dans ce conflit. Et donc on se souvient que la France s'était engagée lors de l'opération Sangaris pour désarmer les milices Seleka et anti-Balaka. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'en réalité, les milices Seleka et anti-Balaka n'étaient que la partie visible de l'iceberg, parce qu'ils n'avaient que des armes blanches. Et donc, si Bozizé, qui a été chef d'État, et moi je me dis peut-être que c'est la manière dont il a quitté le pouvoir qui a créé cette rancœur en lui, et qui font qu'il y a un soif de vengeance qui sommeille en lui, qui fait qu'il ne veut pas du tout lâcher les armes. Oui, parce qu'il est vraiment, on a l'impression qu'il est contre le dialogue. C'est ça. Non, mais c'est un va-t-en-guerre complètement. Il est contre tout, c'est un va-t-en-guerre, alors que on aurait, venant de lui, moi ça me déçoit et ça me surprend. Je me disais qu'un ancien chef d'État quand même, qui aurait dû avoir une fibre diplomatique, aurait pu quand même être mieux placé pour convaincre les rebelles et revenir à la table des négociations. Malheureusement, c'est le contraire. On se rend compte que du surtout contraire. Qu'il a un groupe de rebelles qui sont derrière lui. Mais justement, donc facilement, il peut ramener tout le monde à la raison. Et dont certains le combattaient hier. Ouais. Donc c'est ça le paradoxe.
paradoxe qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est le bourreau c'est le victime qui redevient le bourreau. Et donc, c'est un jeu de dupes qui ne dit pas son nom. Et malheureusement, comme on le dit souvent, malgré les nombreuses recherches minières dont regorge ce pays, les Occidentaux sont en train d'en profiter. La Russie n'est pas venue en Centrafrique pour les beaux yeux de Touadéra ou de Bozizé. Ils sont là pour leur propre intérêt. Ils vont en profiter pour exploiter, pour piller les ressources. Et malheureusement, nous, Africains, on sommeille, on dort encore et on n'arrive même pas à ouvrir les yeux pour comprendre les vrais enjeux du moment. Et le monde entier est en train de ricaner sous cap. Donc malheureusement, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Sorti de l'auberge également, je reste avec vous, hein, M. Camara. Quel bilan tirez-vous de la MINUSCA, la présence de la MINUSCA évidemment dans le pays? Alors, vous savez, j'ai une fois eu à échanger avec Mankeur Ndiaye, qui était le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique en 2019. La tâche est très compliquée selon lui pour la MINUSCA, puisque, comme disait tantôt Cheikh Sadibou, ce sont des groupuscules de bandes armées dont chacun opère de son côté. Et donc, dans cet imbroglio, il est difficile, il est très très compliqué de discerner, de faire comprendre les uns et les autres les vrais enjeux. Tous les jours, il y a un nouveau chef de guerre qui sort du lot, qui crée son propre groupe et qui s'engage dans... Mais finalement, on ne comprend plus. Et donc, la MINUSCA, lui, son rôle, c'est vraiment de participer à un effort de stabilisation et de sécurisation du pays. Et malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour permettre à la MINUSCA de faire correctement son travail. Et dans certains pays, même dans cette même région, la MINUSCA est accusée souvent d'exactions. Exactement. Et donc, ce sont... c'est le cas aussi à Bangui. Justement. Et donc, ils sont tellement compris entre le marteau et l'enclume que je me souviens même, il y avait même l'armée française qui a été accusée même des violences sexuelles, entre autres, de ce genre. Et donc, ce sera vraiment compliqué pour eux aussi parce qu'à un moment donné, ils se méfient. Et donc, ils ont peur d'être accusés de certaines exactions ou d'être pointés du doigt à la face du monde ou de ternir à leur image. Et je me dis que la tâche est très, très compliquée et très rude pour eux. Et il est de l'intérêt de la Russie aussi de tout faire pour entacher la crédibilité de la MINUSMA. Puisque dès que la Russie entre dans la danse, la MINUSMA, ils sont totalement gênés. Ouais, effectivement. Voilà, vu les enjeux en quelques mots, Sabibou, parce qu'on arrive au terme de cette première partie d'émission, en quelques mots, quel pourrait être le rôle des pays voisins pour essayer justement de faire avancer ce processus de paix en Centrafrique? Quelques mots. Comme je l'ai dit tantôt, les données géostratégiques et géopolitiques ont changé. Il faut que les pays s'impliquent davantage. Il faut que l'Union africaine surtout s'implique à travers son Conseil de paix et de sécurité, s'implique davantage par rapport à ce fléau. Parce que ce pays est en train de sombrer dans la dérive. Si nous, Africains, nous ne prenons pas nos responsabilités, surtout au niveau de ces frontières-là, avec les pays frontaliers, qui peuvent au moins proposer des pistes de solutions au niveau des frontières, même au niveau interne, avec une certaine collaboration militaire, qui va leur permettre soit de les ramener autour de la table des négociations, soit vraiment de trouver une solution, soit alternative. Sinon, on risque tout simplement de voir cette région devenir instable. Et effectivement, mon cher Sabibou, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Alors, mon cher Camara, lancé en 2015 avec le soutien de l'Union africaine, quel bilan tirez-vous de l'intervention de la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad? Alors moi je constate un bilan mitigé quand même, même si au début l'espoir était permis et même les populations autour du bassin du lac Tchad étaient quand même un peu soulagées et nourrissaient beaucoup d'espoir, mais malheureusement au fur du temps on s'est rendu compte que à cause peut-être des dissensions, des problèmes géopolitiques et des nombreux changements de régime au Niger surtout, et le problème de fond de la CEDEAO, on avait ressenti un relâchement de cette mission conjointe. Et vu que
Les terroristes aussi sont bien informés de l'évolution de la géopolitique et des questions internationales. Ils s'adaptent techniques militaires. Voilà. Donc, et ce ne sont pas aussi des extraterrestres. Ce sont des membres à part entière de la société. Le matin, c'est un berger qui tranquillement conduit son troupeau. Et le soir, il prend son kalachnikov. Au moment où il est un simple civil, il observe, il comprend. Il peut même aller prendre un thé avec les militaires. Et donc, il a le temps de les observer, de comprendre leur position, leurs armes et de les apprendre afin de se replier autour de ces groupes dans la brousse et préparer des attaques spontanées. Et donc, au fur et à mesure, on se rend compte que cet endroit, ce lac Tchad, qui regorge des potentialités énormes, qui aurait pu être un havre de paix, malheureusement est devenu un lieu invivable à cause de cette insécurité. Et les pauvres populations en payent tout le temps les pots cassés, y compris aussi l'avancée du désert, les changements climatiques, entre autres. Exactement. Malheureusement, les nombreux projets qui sont mis en place tardent toujours à se réaliser. Et donc, cet espoir qui était permis au tout début s'est effrité, surtout lorsque le Niger et le Nigeria ont eu de gros problèmes diplomatiques, jusqu'à la fermeture des frontières d'ailleurs. Mais comment voulez-vous qu'on puisse dérouler une mission conjointe lorsque les frontières sont fermées? Ce n'est pas du tout évident. Et donc, moi, je me dis toujours que nos pays, surtout nos pays africains, ont intérêt vraiment à être très vigilants sur les régions périphériques, les régions frontalières, puisque le mal vient tout le temps de ces régions-là. Et la question, Sadibou le disait tout à l'heure, ne sera jamais à la fin militaire. La question sera à la fin économique. Il faut vraiment que ces populations-là puissent avoir une vie meilleure, puissent avoir un espoir afin d'éviter que les groupes rebelles s'en prennent à eux ou alors les récupèrent comme des proies faciles. Et donc c'est là la véritable question. Au lieu d'engager seulement la question militaire, dans le long terme, il est important de prévoir la question économique, la question de survie pour que la paix réside de manière stable dans cette région. On parle de la région du lac Tchad, on parle de cette force aussi multinationale. Plusieurs pays sont impliqués, on parle du Niger, le Nigeria, le Cameroun ou encore le Bénin. Que vous inspire, mon cher Sadibou, ce modèle de coopération militaire? Bon, pour moi, personnellement, dès sa naissance, elle a été plombée. Parce qu'on sait que cette force est née déjà en 1994. Donc, elle a été mise en stand-by. En 1998, elle est mise en place. Mais elle est plombée aussi en 1998 parce qu'il y a des problèmes de financement. Les premiers rôles de cette mission-là, c'était tout simplement des patrouilles, contrôler les frontières, ainsi de suite. Maintenant, en 2014, elle a été remise en place. Donc, mais lorsqu'elle a été remise en place en 2014, il se trouve que Boko Haram est en train de dévaster pratiquement la zone. Donc le Niger et d'autres pays vont constater aussi que le Nigeria a des problèmes pour faire face à Boko Haram. Exactement. Donc malgré parce qu'avec les enlèvements... Oui, malgré la puissance parce qu'on sait que le Nigeria fait partie des 5 puissances africaines. Le Nigeria est doté d'industries militaires, d'armes lourdes, de chars, d'avions de chasse, ainsi de suite. Donc cette force a été déjà plombée dès sa naissance. Donc dû à son financement, dû aux échanges d'informations, parce que les États refusent jusqu'à présent d'échanger certaines informations. Ils sont limités à peut-être au niveau des informations liées au déplacement de quelques groupes, mais des informations sensibles par rapport à vraiment certains acteurs au niveau de cette zone-là. Des États refusent jusqu'à présent de communiquer en ce sens. Donc pour moi, il faut revoir le mode de financement, ne plus se baser sur des financements exogènes. Il faut se baser sur les financements endogènes. Parce que les financements exogènes-là, qu'on mise sur l'Union européenne, les États-Unis ou la Chine, donc on sait que ces pays mettent leur tutelle contre pratiquement les pays de cette sous-région. Donc il est important qu'on puisse revenir au mode de financement, permettre aux États de cotiser de manière vraiment sérieuse, ce qui va les permettre de financer, de s'autofinancer. Parce qu'une force aussi a besoin de financement, certes, mais a besoin de logistique. Parce que c'est le Nigeria et le Tchad pratiquement qui sont au devant de la scène pour la participation des troupes, mais aussi de la logistique. Donc il est important que sur le plan militaire aussi, qu'ils puissent mettre en place un système qui va leur permettre de mettre une très bonne logistique qui va faire face à ces groupes comme Boko Haram. Boko Haram bénéficie d'un soutien qu'on ne comprend pas jusqu'à présent. Imaginez, Boko Haram dispose d'armes lourdes
que personne ne sait où Boko Haram est en train de les acheter ou de les prendre. Il y a des trafiquants d'armes qu'on sait, qui sont identifiables, qui sont identifiés et que les États connaissent. Mais jusqu'à présent, les organisations internationales tardent à prendre des sanctions contre ces trafiquants d'armes-là. Souvent, ils sont à Dakar, demain ils sont à Cotonou, demain ils sont à Djamena ou autres. Alors que tout le monde sait qui sont ces gens-là. Donc pourquoi l'ONU, l'Union africaine, vraiment ne met... Il y a laxisme aussi des institutions internationales, un mutisme aussi quelque part. Il y a un mutisme et une complicité même, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que je ne comprends pas des personnes qui peuvent s'adjuger vraiment de vendre des milliers d'armes à des zones où vraiment c'est la guerre. Donc pour moi, il faut revoir vraiment les tenants et les aboutissants de cette force, remettre en place une politique constructive qui va permettre à ces États-là de se regrouper et de coaliser de manière pérenne pour faire face vraiment à ces exactions. La situation. Je reste avec vous, Sabibou. On parle évidemment de cette force multinationale. Vous l'avez souligné également, les petits couacs observés depuis la mise en place de cette force. De 2014-2015, évidemment, quand ça a été relancé jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un bilan plutôt positif quand on voit que derrière, il y a des chefs de groupes rebelles qui ont été capturés, il y a une belle avancée aussi de cette force militaire dans cette zone du lac Tchad. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan plutôt positif? Oui, c'est un bilan mitigé. Moi, je parle de bilan mitigé. Il y a un côté positif, mais aussi il y a un côté négatif. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce manque d'échange d'informations. Parce que quoi qu'on puisse dire, si je prends le cas de l'AES, par exemple, l'Alliance des États du Sahel, où les armées, où les États ont conclu des accords permettant aux armées de pouvoir dépasser les frontières et de continuer à poursuivre les terroristes. Ouais. Si vous voyez, avec la libération de Djibo et d'autres régions au Burkina et au Mali, il y a des vecteurs aériens, des drones qui ont permis de continuer, des drones maliens qui ont poursuivi des terroristes jusqu'au Burkina, et ainsi de suite. Je pense que ces types de coopération méritent à être déplacés au niveau de cette force mixte-là. Et lorsque les États vont coopérer en ce sens, je pense qu'ils vont vraiment gagner beaucoup plus de crédibilité, mais aussi beaucoup plus de confiance entre ces États. Vous avez vu tout à l'heure, M. Kamara parlait du Niger et du Nigeria, les problèmes lorsque ces États ont fermé leurs frontières. Et même au sein de cette force, le Niger et le Tchad avaient quitté pratiquement cette force-là. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de dissensions, de manque de confiance, de problèmes souvent liés à des aspects plutôt peut-être géographiques ou géopolitiques qui divisent pratiquement les membres de cette force-là. Mais je pense que dans cette logique qu'ils ont mise en place, je pense que ces États vont continuer à coopérer et vont être plus efficaces dans cette lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Lutte contre le terrorisme, alors mon cher Kamara, le bassin du lac Tchad est devenu l'épicentre, on vous le soulignez encore, des violences du groupe nigérien Boko Haram. Notre ami Sabibou l'a également souligné, et sa branche dissidente, évidemment. Alors les pays riverains du lac ont ainsi lancé en juillet 2015 un groupe composé de près de 9000 soldats pour lutter contre les groupes armés terroristes. Que pensez-vous déjà de ces avancées notées par la force multinationale mixte sur le terrain? Alors, je le disais tantôt, cette force multinationale mixte a été, ça vous l'a dit, il a été mise en place depuis belle lurette, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais le bilan est mitigé à mon avis aussi, parce que depuis que Boko Haram a investi cette zone, moi, ce qui m'intrigue, c'est que malgré qu'on parle de tous ces hommes sur place, on reçoit des vidéos de propagande, je vous dis, de la secte Boko Haram sur le lac Tchad. Et donc, je me dis, mais... Ça pose énormément de questions. Vous voyez, qui s'entraînent à tirer avec des armes lourdes sur le lac Tchad, à bord de pirogues et avec des cris. Et donc, c'est une manière de narguer ces groupes, cette force multinationale. Et donc, on se pose encore des questions. Si ça permet de s'entraîner même au-dessus de cette force nationale, je me pose encore des questions. Est-ce que cette force est réelle? Est-ce qu'elle est réellement présente sur le terrain? Est-ce que ce ne sont pas des chiffres qui sont juste avancés? Voilà. De 8500 soldats. Voilà. Et souvent, la bravoure de l'armée tchadienne est tellement louée à travers le monde par rapport à ces genres de combats rapprochés, de combats qui ne sont pas conventionnels. Mais on ne se rend pas compte de l'efficacité de l'armée tchadienne ou camerounaise ou nigérienne dans cette zone. Et
la famine qui s'y installe encore de plus en plus, le programme alimentaire mondial qui peine même à donner à manger à ces pauvres populations. Alors que ce lac aurait pu donner à ces populations tous les moyens de survie possibles. Donc, moi, je me pose encore des questions. Est-ce que ces chiffres sont réels sur le terrain? Est-ce qu'ils sont vérifiés? Bon, autre chose, Sadibou le touchait tout à l'heure. D'où viennent ces armes? D'où est-ce que Boko Haram se procure de ces armes lourdes dans lesquelles ils se permettent de narguer l'Afrique ou le monde tout entier en se mettant en scène, en provoquant la colère et la peur auprès de ces populations, auprès des Africains. Et donc, on doit se poser des questions. L'Afrique ne fabrique pas d'armes. Donc, cette forêt luxuriante, par où transitent ces armes pour arriver dans cette forêt touffue, au milieu de nulle part. Et donc, on doit se poser des questions. Et partout où s'installent ces genres d'insécurité, on se rend compte qu'il y a le trafic de drogue qui parvient à gagner un couloir par lequel ils font transiter la poudre blanche. Oui, parce qu'à partir du moment où ils maîtrisent la zone, c'est plus facile pour eux de faire entrer et faire sortir. Et donc, il y a beaucoup de questions qui doivent être soulevées, qui restent sans réponse encore, auxquelles la communauté internationale doit prendre à bras le corps pour résoudre le problème définitivement. Parce que tant qu'on n'arrive pas à trouver des réponses à ces questions-là, on aura du mal à régler ces problèmes. Est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, Sadibou, c'est vrai, vous l'avez encore souligné, est-ce qu'on a l'impression que cette force multinationale avance en reculant? Parce que là, il y a le Niger, évidemment, qui avait décidé de se retirer, et le Niger est de retour dans le combat. Que vous inspire déjà ce retour du Niger? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment aujourd'hui vraiment solidifier ce combat? Parce que M. Camara l'a encore souligné, quand on voit des groupes rebelles, notamment Boko Haram, s'entraîner, si on peut le dire comme ça, dans les zones du lac Tchad, est-ce que ça ne pose pas aussi la question vraiment de soit la formation de ces soldats, l'information aussi au-delà de la formation? Donc comment solidifier davantage ce groupe multinational, en tout cas en termes de ce groupe d'armées? Ça, c'est évidemment la première question. Et la deuxième, c'est en lien avec tous les problèmes qu'on observe, notamment liés à ce groupe. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, parce que le Niger a une position stratégique, géostratégique très importante dans cette zone-là. Parce que pour moi, l'accord que le Niger a signé avec ces pays de l'AES pour faire partie de cette zone, donc pour créer cette alliance militaire, n'est pas anodin. Les autorités de ce pays ont su qu'il faut y aller progressivement vers des accords militaires concrets qui vont permettre vraiment à ces espaces de créer des forces qui vont pouvoir opérer dans l'ensemble de ces États partenaires. Parce que si vous voyez, la CEDEAO a une force en attente, mais elle est toujours en attente. Donc cette force n'agit pratiquement pas. Certes, il y a des années où l'Union africaine, avec sa force en attente, est intervenue. Donc la CEDEAO aussi est intervenue avec sa force en Gambie. Mais dans ces zones-là, il faut tout simplement mettre en place une politique concrète qui va permettre à ces États de réorganiser leur armée, d'avoir des alliances militaires et d'aller au-delà des frontières. Parce que c'est ça le truc, il faut aller au-delà des frontières. Permettre à l'État tiers d'aller au-delà des frontières, comme ce que fait le Mali, le Burkina et le Niger actuellement. C'est pourquoi moi, la position du Niger, c'est là que j'ai compris que les autorités, Tchani a compris que l'ARS pouvait être un levier qui allait les permettre de vraiment d'engranger une certaine sécurité dans les frontières ouest, mais aussi dans les frontières est du pays. Maintenant, si on en revient du côté vraiment de cette force mixte, comme je l'ai dit tantôt, dans les zones où opèrent pratiquement ces groupes terroristes comme Boko Haram, ainsi de suite, pour moi, il faut investir dans le développement parce que le tout militaire ne résout rien. Ouais. Parce que on a des zones où les jeunes n'ont pratiquement pas de travail. On voit dans ces zones-là qu'on extrait du diamant, du pétrole, du gaz, ou ainsi de suite, à coût de milliards de dollars. Ouais. Et ces zones sont souvent marquées par la pauvreté, par la sécheresse et par le manque d'emploi.
Au lieu que ces gouvernants agissent dans ces secteurs-là, dans l'éducation nationale et dans ces autres aspects-là, pour permettre aux populations d'avoir accès à l'emploi, accès au travail, accès à l'éducation, mais au contraire, on voit des populations laissées à elles-mêmes. Donc, c'est la grande porte ouverte à Boko Haram. Boko Haram recrute dans ces zones-là. Ces jeunes sont influencés par Boko Haram. Mais attention, il ne faut pas penser que... Est-ce que c'est ce qui rend le combat un peu difficile? Oui. Boko Haram ne les recrute pas gratuitement. Boko Haram les verse des millions. Maintenant, on sait la chaîne, le corridor, même si je peux m'exprimer ainsi, le corridor par lequel passe vraiment les ressources de Boko Haram. Ça, il y a des informations, les États détiennent ces informations-là. Maintenant, il faut agir sur le plan militaire contre ça, mais aussi agir sur le plan politique contre cela. Parce que sinon, on risque tout simplement de revivre les mêmes situations pendant des années. Vous savez, je l'ai dit dès le début de l'émission, l'Afrique est en train de traverser une situation extrêmement difficile. Une situation où il y a une guerre, une bataille géopolitique internationale rude. Vous voyez l'Ukraine, vous voyez la Palestine, vous voyez la mer de Chine, au Venezuela, chaque jour des querelles politiques, ainsi de suite. Donc le monde est en train de bouillir. Et ces forces-là qui sont en train de se départager le monde veulent en finir avec le continent africain. Et ça, il faut être très conscient et très aguerri et très préparé pour faire face à cela. C'est pourquoi ces dirigeants africains qui arrivent au pouvoir, je veux parler du président Diomaye et d'autres présidents qui arrivent sur la scène politique internationale. Il faut qu'ils prennent des responsabilités par rapport à la situation de toute l'Afrique. Je ne parle pas seulement de leur pays, mais du continent africain. Parce que sinon, on risque de sombrer dans la division, ils risquent de venir nous diviser. Mais moi, un jour, j'ai vu un général français, Lecointre, parler de recoloniser l'Afrique. Mais j'ai failli tomber. Imaginez, des généraux donc, ont planifié comment reprendre le continent africain. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a un millimélo de problèmes qui est en train de s'installer un peu partout dans le monde. Et l'Afrique, si l'Afrique ne fait pas très attention, l'Afrique risque de sombrer vraiment dans une crise qui va déstabiliser l'État-nation. Est-ce que aussi l'effet ricochet, c'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup d'États oublient un petit peu ça, c'est ce que d'ailleurs Sabibou vient de souligner. Là, on se rend compte qu'en fait, parce qu'aujourd'hui on vit dans un continent, on parle d'un monde planétaire, ce qui se passe au Niger a forcément une résonance au Sénégal ou au Mali, donc on gagnerait, comme vous l'avez souligné, à être soudés, à mettre en place des politiques qui soient durables, dans le sens de régler certains soucis. Est-ce que la division évoquée par Sabibou, parce qu'on l'a observé également au sein de cette armée multinationale, cette force armée multinationale, le Niger par exemple, les divergences, vous l'avez encore souligné, M. Camara, avec le Nigeria, est-ce que ces divergences-là ne nous tuent pas de l'intérieur? Parce qu'on a l'impression qu'on doit d'abord se combattre, nous, avant de combattre ces groupes rebelles. Absolument, absolument. Sadibou, je rejoins parfaitement mon ami Sadibou, parce que les paradigmes ont changé. Et j'ai l'impression que nos dirigeants ne suivent pas. Le monde aujourd'hui est à un niveau, à un tournant extraordinaire où il faut s'adapter ou disparaître, tout simplement. Et lorsque les Français, le général français disait ça, peut-être que c'est un échappé, c'est une phrase qui lui a échappé, mais c'est en réalité quelque chose que les Occidentaux sont en train de nourrir et de travailler en profondeur. Et aujourd'hui, la Russie a tellement compris ça qu'il a anticipé et sur le terrain est en train de faire le travail de terrain afin de contrecarrer les Occidentaux et se positionner lui aussi et éviter que ce qui était arrivé à l'URSS dans le passé ne le rattrape encore. Et le monde est arrivé à ce niveau-là. Et je me dis souvent que les problèmes africains ne pourront jamais être résolus par d'autres personnes que les Africains. Nous sommes les seuls qui sont capables de régler nos problèmes par nous-mêmes et pour nous-mêmes. D'autres forces qui vont quitter l'étranger, que ce soit la Russie, la France, les États-Unis ou d'autres pays, ne viendront jamais régler nos problèmes, mais ils viendront en profiter au contraire pour piller nos ressources, pour s'enrichir encore comme d'habitude et reconstruire leur pays ou alors enrichir leur pays avec nos propres ressources. Tant que nous, Africains, nous ne comprenons pas cela, nous aurons tout le temps des soucis. Et le problème est beaucoup plus profond puisque si dans tous les secteurs de la vie quotidienne des Africains, les modèles sont exogènes, on aura tout le temps des soucis et des problèmes. Et ces armes, cet argent,
qui coulent à flot dans ces régions les plus pauvres au monde. On ne se pose même pas la question de savoir d'où est-ce que ça vient. Il faut situer les responsabilités. Justement, alors qu'un pays respecté et respectable, c'est avant tout le renseignement. C'est avant tout être vraiment au premier plan de tout ce qui se passe dans les quatre coins de ce pays. Il s'agit en profondeur de faire changer les mentalités des populations à la base. Alors que pour faire changer des mentalités, il faut 3 générations. Il faut 30 ans pour changer complètement des mentalités d'une population. Et c'est ce qui manque malheureusement à l'Afrique. D'une région à l'autre, les mentalités sont diamétralement opposées. Et donc c'est difficile de converger nos forces, de converger nos objectifs afin de comprendre les enjeux actuels du monde et de nous diriger vers les mêmes objectifs et d'éviter que l'Afrique ne soit encore une proie facile aux Occidentaux surtout. Exactement. Au reste du monde entier. Et évidemment, mon cher camarade, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite, mes chers. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Ibrahima Kamara. Vous êtes journaliste et spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Juste en face de vous, cher Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un plaisir, évidemment, de vous recevoir sur ce plateau du débrief. Merci. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.